Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Des questions, des envies, des recommandations, rejoignez-moi sur mon compte Instagram @ChristineLevicki pour échanger. Dans cet épisode de Shine, je reçois Marilyn Combalot, autrice, coach, conférencière et experte du burn-out et de la reprise au travail après l'épuisement. Son livre « Welcome Back to Work, les 6 étapes pour réussir un retour au travail après un burn-out » aux éditions Vibert est bien plus qu'un guide, c'est une boussole, à la fois bienveillante et ultra concrète, pensée pour celles et ceux qui veulent revenir sans se trahir. Avec elle, on parle d'un sujet encore trop peu abordé. Comment revenir dans son job après avoir touché le fond, sans culpabilité, sans pression et surtout sans replonger. Cet épisode s'adresse à vous les femmes qui avez traversé un burn-out ou qui en frôlez les contours. Vous qui jonglez entre carrière, responsabilité, charge mentale et qui aspirez à une vie professionnelle plus alignée. Une vie dans laquelle vous pouvez préserver vos ressources, retrouver du sens et vous épanouir à nouveau. Ensemble, on explore des clés précieuses, des anecdotes puissantes et surtout une autre façon de penser le travail à partir de soi. Alors, bonjour Marilyn, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, je suis ravie d'être ici et puis merci pour cette très belle présentation, elle me plaît beaucoup. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené personnellement ou bien professionnellement à t'intéresser à ce sujet du burn-out? Je dirais que c'est parce que je l'ai vécu, hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment ce qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet parce que je le méconnaissais avant de le vivre. Et c'est vrai que j'ai vécu un burn-out en 2021 qui a été très très douloureux pour moi parce que je l'ai pas vu venir, comme beaucoup de personnes qui vivent un burn-out. J'étais dans le déni au début. Et j'ai été arrêtée quand même 9 mois pour ce burn-out, ce qui était assez inédit parce que, on va dire que comme beaucoup de personnes qui vivent un burn-out, j'étais à fond dans le travail et j'étais pas trop du genre à m'arrêter. Et c'est ça qui a fait que je me suis intéressée au burn-out parce que quand je l'ai vécu au départ, vu que je pensais que je n'avais pas le profil, mais c'est dire à quel point je le méconnaissais ce syndrome parce que je cochais beaucoup de cases. Et c'est vrai que je suis devenue, ce qu'on appelle une patiente experte, hein, parce que j'avais besoin de comprendre, tu vois, ce qui m'arrivait, en fait. Hmm. Et pourquoi tu as choisi de t'attaquer dans ce livre très spécifiquement à ce sujet du retour au boulot après le burn-out? Alors, le sujet du retour, c'est parce que, moi, j'accompagne des personnes qui sont en burn-out et je vois à quel point le sujet du retour, en fait, est un sujet qui tourne dans la tête, qui est objet de rumination parce qu'il y a beaucoup d'appréhension par rapport au retour et je trouve qu'en plus, c'est un sujet qui est, trop peu exploré. C'est vrai que, au niveau des livres, le sujet avec les signes, comment on peut le vivre, comment on s'en prémunit, des choses comme ça, on a beaucoup de conseils par rapport à ça. Mais c'est vrai de comment on prépare son retour avec les différentes étapes qu'on peut avoir justement pour, se reconstruire. Je trouvais que c'était peu abordé. J'avais envie de l'aborder parce que quand je vois les personnes qui sont en burn-out, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se sentent perdues, désemparées et qui ont vraiment besoin, comme tu le disais tout à l'heure, d'un GPS pour se repérer. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vit un burn-out, quand on a été très loin dans le burn-out, malheureusement, on a des troubles cognitifs qui sont assez importants. Et on peut avoir des pertes de mémoire, des pertes de raisonnement, on ne sait plus trop comment faire. Et c'est vrai que, j'avais envie d'aider justement les personnes qui se sentent désemparées pour avec un GPS qui soit quelque chose de simple, un guide pratique qui soit simple à suivre pour pouvoir se repérer et savoir comment, se reconstruire et retourner vers le travail. Mhm. Oui, et tu dis, voilà, on a un accompagnement qui se fait au niveau du burn-out, mais il y a très peu d'accompagnement sur comment retourner au boulot. Oui, comment retourner au boulot et puis en plus avec un petit peu se mettre dans la peau de quelles questions se pose la personne qui est en burn-out avant de retourner au travail. Parce que quand on l'a pas vécu, c'est vrai que des fois on se rend pas compte de toutes les questions que peut se poser la personne. C'est-à-dire que la personne, par exemple, elle va se poser la question de savoir, quand je vais y retourner, est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Est-ce que ça peut desservir ma carrière, pas desservir ma carrière?
Quand est-ce que c'est le bon moment pour y retourner? C'est pas évident de savoir. Euh, Comment ça se prépare et avec qui, de quelle manière? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent quand on veut retourner au travail retourner au travail après un burn-out. Et c'est ces questions-là auxquelles j'ai essayé, et même plus qu'essayé, en fait, de répondre dans mon livre. Voilà, tu dis que le retour après un burn-out, c'est pas un retour ordinaire. C'est pas un retour après avoir eu la grippe ou avoir eu une opération. C'est différent. Ouais, complètement, parce que bah, un retour après un burn-out, la source de la souffrance est liée au travail, au contexte du travail, au contexte organisationnel. Donc ça veut dire que c'est pas une jambe cassée et que forcément il va falloir préparer ce retour. Savoir un petit peu bah, qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est un petit peu dans les étapes de mon livre, hein, on y reviendra peut-être ultérieurement, mais c'est vrai que déjà il y a une compréhension à avoir par rapport en fait à ce qui s'est passé. On peut pas y retourner en se disant, tu sais, un peu comme un switch on-off. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est ok, tu as été arrêté, mais l'arrêt seul ne suffit pas. L'arrêt seul, il n'est pas autosuffisant pour se remettre d'un burn-out. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai travail à faire pour pouvoir se reconstruire et pour pouvoir retourner au travail. Oui, c'est un peu l'image qui me vient. C'est un peu comme si on est en train de se baigner, on se fait piquer par une méduse ou on se fait croquer par un requin ou je sais pas, quelque chose comme ça. On va se faire opérer, on est hospitalisé ou voilà, on se soigne par rapport à ce qui est arrivé. Mais ensuite, il faut retourner se baigner dans les mêmes eaux, quoi. Oui, Et c'est du coup, ça. Mm. du coup, on se dit, je sais pas si c'est une bonne idée d'y retourner en fait. Non, non, mais exactement. Il y a plein de questions qui se posent et c'est bien de pouvoir retourner au travail, retourner dans son entreprise, oui, pourquoi pas, mais pas dans n'importe quelle condition. Parce que si on retourne dans des conditions qui sont similaires, même si on a travaillé sur soi, malheureusement, le risque de rechute est grand. Mhm, mhm. Donc toi, ça fait plusieurs années que du coup, tu as eu ce burn-out, t'es revenu et ensuite tu t'es spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui vivent un burn-out. Et pourquoi avoir voulu écrire un livre? Ben, j'ai voulu écrire un livre parce qu'en fait, enfin, tu vois, je communique pas mal sur les réseaux sociaux, mais j'avais envie de porter ma voix plus loin. Enfin, j'avais envie que véritablement, tu vois, que mon message. Alors, ça peut paraître ambitieux, présomptueux, je sais pas, tu vois, mais qui se balade partout en France. Parce que j'ai envie d'aider le plus de personnes possible qui sont en burn-out. Et c'est vrai que moi, je me rappelle, et justement, c'est un souvenir là qu'on m'a rappelé hier, que quand j'ai commencé à me préoccuper du burn-out, moi, vraiment, ce que j'avais envie, c'était d'aider les gens à rallumer leur étincelle. Parce que malheureusement, tu vois beaucoup de gens, et certains te le disent, et moi-même je l'ai vécu. Moi, je sais que quand j'ai vécu mon burn-out, je me sentais éteinte de l'intérieur. C'est pour ça que j'aime bien aussi le nom de ton podcast, Shine, parce que véritablement, ça me parle, tu vois, parce que être éteinte de l'intérieur, d'avoir perdu sa flamme, enfin, je trouve qu'il n'y a rien de plus triste dans la vie, tu vois, Oui. quand ta flamme est éteinte, mais c'est terrible de penser que tu es éteinte de l'intérieur. Et véritablement, moi, j'avais envie d'aider le plus de personnes possibles qui sont en burn-out à rallumer leur flamme. Donc ça, pour moi, c'était extrêmement important. Et c'est pour ça que j'avais envie de diffuser mon message et de le diffuser à travers un livre pour avoir quelque chose qui est, on va dire, plus structuré que, tu vois, que les différents podcasts que je peux faire, hein, que j'ai pu faire, et qui effectivement sont des pièces qui peuvent être des pièces de pulse. Mais j'avais vraiment envie d'avoir en fait quelque chose qui soit un document où il y ait tout dedans et auquel les personnes puissent se référer et qui soit simple à suivre. Pour moi, c'était ça aussi, la simplicité. Parce que comme je disais tout à l'heure, tu sais, quand on est en burn-out, on a des troubles cognitifs et il fallait pour moi, comme je sais qu'au début, c'est un peu difficile à lire, de lire des documents quand on est en burn-out, je voulais quelque chose qui soit simple aussi dans son process. Voilà. Ça, Mm. c'était important pour moi. Et puis en plus, bah, comme je disais tout à l'heure, parce que tu as des personnes qui sont complètement perdues et déboussolées, et que je crois que sincèrement, enfin, j'avais envie d'aider et d'aider au-delà de ce que je peux faire actuellement sur les réseaux. J'avais envie de faire plus. Voilà. Mm, mhm. Donc ton podcast, hein, porte le même titre que ton livre, c'est ça? Welcome back to Oui, work. c'est ça, c'est ça. Je Voilà. crois que ce welcome back, en fait, tu vois, c'est l'histoire de bienvenue, bienvenue pour le retour au travail. Et c'est un petit peu ce que je souhaiterais. Et c'est pour ça que je mets aussi des messages pour l'entreprise à l'intérieur de mon livre, parce que j'aimerais vraiment qu'on souhaite la bienvenue aux personnes qui reviennent au travail. Et c'est pas Mhm, toujours le cas, malheureusement. mhm, mhm. Oui, et encore une fois, oui, c'est pas simple de retourner bosser à l'endroit où notre feu s'est éteint.
Alors, Oui, on a notre part de responsabilité, hein, c'est pas que la faute. Voilà, il y a différentes choses qui nous ont amenés à ce point-là où notre flamme intérieure s'est éteinte. Et c'est vraiment ça le burn-out, hein. Le burn-out, c'est le feu qui s'éteint. Et donc voilà, effectivement, d'être accueilli à bras ouverts et de savoir que l'entreprise s'est peut-être aussi remise un peu en question, ou en tout cas s'est posé des questions, ça peut nous amener à nous sentir un peu plus en sécurité, de savoir qu'il y a une démarche de l'entreprise pour nous accueillir à nouveau, avec un dialogue qui se met en place pour éviter que ça se reproduise. Parce que c'est vrai que moi, j'accompagne aussi beaucoup de personnes et il y a toujours cette peur de rechuter, en fait. C'est un tel choc, cette expérience. Je crois que c'est une expérience, moi, je ne l'ai pas vécu, le burn-out, mais j'ai accompagné beaucoup de femmes en burn-out. Et voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment une expérience très perturbante, en fait, de sentir qu'on arrive au bout. complètement. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est parce qu'en fait, les gens ont l'impression que pour certains, c'est une grosse fatigue. Mais c'est pas qu'une grosse fatigue quand tu vis un burn-out. D'ailleurs, la définition de la haute autorité de santé dit que c'est un épuisement physique, émotionnel et mental. Il y a ces trois dimensions. Et c'est vrai que le côté émotionnel et mental est extrêmement important. C'est-à-dire que les gens, ben, ils sont complètement HS, hors service. Et c'est pour ça que la préparation, elle demande du temps. Et que bien souvent, les personnes, comme elles culpabilisent parce que c'est des personnes qui sont hyper engagées au travail, elles ont envie que ça se passe vite, 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 la reconstruction. Sauf que malheureusement, ça peut pas se passer vite, 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 parce que ça se règle pas en 2 semaines de vacances, parce qu'il y a le côté émotionnel et mental qu'il faut aussi traiter. Et en plus, tu as des gens qui malheureusement sont aussi allés dans un environnement qui est toxique et qui des fois, ça relève presque du post-traumatique, hein, quand des gens ont été harcelés, je dirais pas violentés physiquement, mais en tous les cas, moralement, c'est très compliqué. Il y a des gens qui ne repassent plus devant leur société parce qu'il y a un choc. Donc c'est Mm, vrai que quelqu'un qui a vécu un burn-out, bien souvent en plus, tu as l'estime de soi qui est au plus bas. Il faut remonter l'estime de soi et c'est pas toujours évident à vivre. mhm, mhm, mhm. Voilà. Et toi, comme moi, hein, moi, je dis souvent, le travail est un terrain de jeu pour s'épanouir. Mmh. Euh, et en même temps, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que ça peut aussi être un terrain dans lequel on ne se sent pas en sécurité et un terrain qui peut nous blesser, qui peut nous abîmer. Et en même temps, on vit aujourd'hui dans une société où le travail est vraiment au centre de notre mode de fonctionnement, on a besoin d'avoir un travail pour pouvoir payer un loyer, pour pouvoir être indépendante, pour pouvoir fonctionner. Et donc, comment revenir sur ce terrain de jeu ou comment recréer un terrain de jeu dans lequel on se sent en sécurité, dans lequel on peut s'épanouir et contribuer, s'exprimer. Alors, donc toi, voilà, ce qui est super intéressant dans ton livre et vraiment ce qui rend ton livre unique aujourd'hui, c'est que ça traite spécifiquement de cette thématique du retour au travail après le burn-out. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude que ce livre existe. Tu as rejoint mon mastermind, c'est parti, j'écris mon livre et je t'ai vu avec cet enthousiasme, cette idée, ce projet, cette détermination d'organiser tout ça de vouloir être extrêmement généreuse et pratique et précise et vraiment faire en sorte que ce livre soit une boussole, un guide, un repère, une mine de ressources pour les personnes qui reviennent au boulot. Et donc, j'ai envie que tu nous parles un petit peu des étapes, parce que dans ton livre, tu as tout structuré en 6 étapes. Est-ce que tu peux nous parler de ces 6 étapes? Oui, alors bah, effectivement, donc je l'ai structuré en 6 étapes parce que, comme je te disais tout à l'heure, je voulais vraiment que ce soit simple à suivre. Et elles sont toutes dans l'ordre. Alors on va dire que l'étape 1, c'est l'étape de récupération. On récupère. Parce que évidemment, on peut pas aller plus loin sur son chemin si on est complètement HS et si on n'a plus de ressources. Donc ça, c'est la première étape. Et comme je disais tout à l'heure, bah, tu as l'arrêt de travail qui est pas autosuffisant. C'est pas juste parce qu'on va s'arrêter que ça va aller mieux. Donc ça veut dire que pendant cette étape de récupération, quand on va commencer à retrouver un petit peu d'énergie, eh bien on va commencer à réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé. Et ça, justement, ça va être l'objet en fait de l'étape 2.
comprendre ce qui a déclenché le burn-out. Et ça, c'est extrêmement important parce que des fois, quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qui a déclenché son burn-out, il va te donner, allez, un facteur, oui, peut-être, aller avec mon manager, ça allait pas bien, etc. Et tout de suite, bah, évidemment, tu as les copains ou la famille qui va te dire, non, mais tu sais, moi, avec mon manager, c'est pas forcément facile non plus, etc. Mais en fait, c'est pas que ça. Et c'est pour ça que moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'il serait bien, tu sais, de faire un arbre des causes, comme on le fait pour les accidents physiques. Quand on fait un burn-out, c'est-à-dire, comme ça, on voit un petit peu bah, toutes les ramifications, toutes les racines un petit peu de ce burn-out et qu'on voit quels sont les différents déclencheurs. Et c'est ça, cette analyse-là, je la fais dans l'étape 2 où je pose pas mal de questions à la personne pour qu'elle réfléchisse à tout ce qui s'est mis en place, en fait. Et, et Hmm. tu te rends compte que finalement, avec tout ce qui s'est mis en place, ah bah oui, bah tiens, il n'y avait pas que le manager, il y avait des injonctions contradictoires. Ah oui, mais on manquait de moyens également. Ah ben oui, mais c'est vrai qu'aussi avec toutes les réunions qu'on recevait, avec toutes les réunions qu'on enchaînait les unes après les autres pour les managers, moi j'ai même plus le temps d'aller voir mes équipes. Ah mais oui, mais attends, avec tous les mails que je recevais, enfin bon, c'est tout ça en fait qu'on analyse dans le détail pour voir qu'est-ce qui a amené au burn-out et ce qui permet de comprendre ben, ce qui s'est joué. Et ça, c'est extrêmement important pour le futur, de Oui, comprendre. je dis souvent, on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Donc, avoir conscience de ce qui s'est passé ou avoir conscience de là où on est, Mm. même si c'est inconfortable, parce que bah, on met la lumière sur des choses, on aimerait bien tourner la page et voilà, ne pas revivre en fait, parce que c'est un peu mettre son attention sur quelque chose qu'on préférait ne plus avoir à voir parce qu'on veut passer à autre chose. Mais en même temps, on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc, avoir conscience de ce qui s'est passé, faire ce point. Qu'est-ce qui s'est passé et avoir de la clarté sur quels ont été les éléments déclencheurs, ça peut nous permettre ensuite de les changer ou de les repérer, de ne pas se refaire avoir la prochaine fois, de poser des limites. Donc effectivement, cette première étape. Et donc dans le livre, tu poses plein de questions, c'est ça, pour aider les personnes à faire ce point. Faire ce point. Ok, super. Exactement, ouais. Mm. Ok. Et après, donc, si tu veux, bah, tu passes à l'étape 3 qui est de penser l'après-burnout. Une fois que tu as fait donc cette étape 2, parce que ce qui se passe, c'est que comme la personne, ce qui est extrêmement important dans l'étape 1, c'est qu'elle va, oui, j'aurais dû le dire peut-être avant, mais en tous les cas, c'est qu'elle va se faire aider, accompagner par un médecin, par un psy, et potentiellement après, quand elle va avancer sur son chemin, elle aura d'autres aidants. Mais ce qui est important de savoir, c'est que, et ça souvent on le minore un petit peu, c'est que la personne, elle va changer pendant son burn-out si elle se fait accompagner parce qu'elle va comprendre qu'il y a des facteurs individuels peut-être avec comme la difficulté à dire non, à poser des limites ou des choses comme ça, qu'il va falloir modifier pour l'après. Et c'est vrai que son après burn-out va être un peu différent. Elle va prendre conscience qu'elle va plus pouvoir vivre de la même manière, parce que sinon, même cause, mêmes effets, et qu'il va y avoir les curseurs à ajuster et des choses, tu vois, à modifier. Donc, ce qui veut dire que c'est de voir quels sont les changements individuels qu'elle va pouvoir opérer mais et surtout, et ça c'est hyper important, c'est de voir aussi bah, quel garde-fou tu vas pouvoir mettre en place pour ne pas rechuter. Et de te dire, ah bah, à un moment donné, attends, quand j'ai ces signaux-là et tout, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment je réajuste pour que je ne retombe pas en burn-out? Mhm. Et ça se fait dans le cadre d'un accompagnement? Bien, ça se fait dans le cadre d'un accompagnement. Donc là, c'est pour ça que si tu veux, là, moi, je pose aussi toutes les questions qui sont à se poser. Mais ces questions, elles peuvent, tu vois, on peut déjà y réfléchir seul en lisant le livre. Mais en plus, pourquoi pas, quand tu retournes voir ton psy ou autre, discuter de ce qui peut être dans le livre pour voir les réponses que tu peux apporter à ça. Mhm. Parce que pour moi, discuter sur ce qui t'a amené au burn-out est essentiel. Discuter sur les garde-fous est également très important, justement pour ne pas rebasculer. Mhm. Mhm. D'accord, super, super. Alors, quelle est l'étape suivante? Alors, l'étape 4, eh bien là, on réfléchit aux conditions de retour et au champ des possibles. Et ce que je trouve très important, c'est de partir du postulat que le champ des possibles est vaste hein, et qu'il n'y a pas qu'une solution aux questions qu'on se pose. Parce que sinon, c'est vrai que voilà, des fois, on Ouais, peut ça, je un suis peu... d'accord avec toi. Je trouve que parfois, on manque d'imagination. On dit tout de suite c'est A ou B. Et en fait, il y a C, D, E, F, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Et parfois, on manque énormément d'imagination sur comment imaginer les meilleures conditions ou la meilleure situation dans laquelle je peux revenir.
Mhm. Exactement, et c'est pour ça que dans cette partie-là, tu vois, je parle notamment des dispositifs d'aide à la réflexion, parce qu'il y en a un certain nombre, et puis pour faire le point sur ses aspirations professionnelles, mais en plus, pour moi, ce qui était important aussi, tu vois, il y a une notion des fois, on me dit, oui, mais moi, je peux pas me faire accompagner, j'ai pas forcément d'argent et autres. Il faut savoir que il y a toujours des possibilités, il y a des dispositifs qui peuvent être financés. Il y a le CPF qui existe, il y a des dispositifs aussi qui sont gratuits, qui sont financés par la CPM, comme des accompagnements en formation ou des choses comme ça. Il y a des choses aussi qui peuvent se faire pendant l'arrêt de travail. Enfin, c'est tout ça, tu vois, que j'aborde dans cette partie qui, pour moi, était extrêmement important parce que je me suis rendu compte que pourtant j'ai, tu vois, une carrière de 30 ans dans les RH, mais il y avait des dispositifs que je ne connaissais pas et que j'ai connu, appris quand j'étais en burn-out. Et donc j'en parle aussi dans cette partie. Mhm. Donc là, cette partie, c'est un peu, j'essaie de clarifier, c'est un Mm. peu le dialogue que je vais avoir avec l'entreprise sur comment on prépare mon retour et qu'est-ce qu'on met en place. Alors ça, non, ça c'est la suivante. L'étape 4, c'est vraiment moi, comment je réfléchis aux différentes possibilités qui s'offrent à moi. C'est quoi mon plan A, c'est quoi mon plan B, c'est quoi mon plan C? Si par exemple mon plan A c'est de retourner, tu vois, dans mon entreprise et que je vois après quand j'ai préparé le retour justement que franchement l'accueil est plutôt froid, j'ai un plan B et donc je suis plutôt en train de réfléchir à mon plan B parce que je vois que j'ai pas été accueillie de la meilleure des manières et si je suis pas accueillie de la meilleure des manières, pour moi c'est un petit peu dangereux. Mhm, mhm. Et du coup, dans ton livre, tu donnes aussi des ressources pour les entreprises, c'est ça, pour les managers, pour que eux puissent aussi mieux comprendre comment accueillir. J'imagine que ça arrive de plus en plus souvent parce qu'aujourd'hui, des burn-out, il y en a vraiment de plus en plus. Dans ton livre, il y a des ressources pour les managers ou les dirigeants qui veulent mieux comprendre comment réaccueillir, comment accueillir quelqu'un après un burn-out, c'est ça? Ouais, ça c'était hyper important pour moi. Je Mhm, pense que ça a certainement un lien, tu vois, avec mon ancienne casquette RH, hein, mais c'était très important pour moi parce qu'en plus, je suis contactée par des RH, par des dirigeants qui ne savent pas comment réaccueillir. Et je me mhm, rends compte qu'il y a tout un travail de formation, d'accompagnement à faire là-dessus. C'est nécessaire. Et c'est vrai que, en ce qui me concerne, il était évident que dans mon livre, je m'adressais aux personnes en burn-out, ça c'était sûr, mais que en plus, dans chaque partie, je m'adresse à l'entreprise, aux managers, aux RH, pour dire, OK, il y a le salarié là qui est en train de se préparer, qui est en train de préparer son retour. Vous, au niveau entreprise, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette étape-là pour l'aider dans sa préparation? Est-ce que, tu vois, par exemple, dans l'étape 1, c'est est-ce qu'on garde contact avec le salarié ou pas avec le salarié? Comment on peut faire pour garder contact avec lui, etc. Et dans chaque étape comme ça, je m'adresse au RH, au manager, pour voir lui, qu'est-ce qu'il peut faire de son côté pour aider à cette future préparation et qu'elle se passe le mieux possible. mhm, Et je pense que c'est ça qui fait aussi que mon livre est un peu spécifique, parce que il y a ce côté RH que j'avais absolument besoin d'aborder. mhm, mhm. Et que tu Ça me connais pas. semblait, ça me semblait une évidence absolue, vu que le, le burn-out est une combinaison de facteurs individuels et de facteurs organisationnels. Donc, ça veut dire que si tu traites que les facteurs individuels, forcément, t'es bancal, il n'y a pas l'équilibre. Mhm, Il faut s'occuper aussi du côté organisationnel, parce que si du côté de l'entreprise, on bouge pas, on fait rien, ça va pas le faire. C'est évident. mhm, mhm, mhm. Ouais. Ok, ok, ok. Donc ensuite, donc on en est où là dans nos étapes? Donc, on en est à préparer le retour dans l'entreprise, justement. Ouais. Et c'est là où, quand la personne commence à se dire, bah oui, je pense que je vais retourner dans mon entreprise, là, j'explique qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer le retour. Comment Mhm, on peut reprendre le contact, comment on peut faire. Ce qui permet, et ça c'est extrêmement important, de prendre la température, justement, comme on le disait précédemment, de voir si c'est plutôt open côté entreprise ou si on a plutôt de la fermeture. Et c'est vrai que c'est un exemple que je donne de temps en temps. Ça, si tu veux, j'ai un exemple à donner par rapport à ça et qui m'a fait dire que vraiment il fallait préparer les retours. C'est une femme qui m'a appelée après 12 mois d'arrêt de travail. Et elle voulait justement faire quelque chose pour préparer son retour. Et elle a contacté son employeur et elle est tombée sur la RH. Et elle a dit, ben voilà, je pense revenir dans quelques temps. Donc, je voulais voir avec vous comment on allait pouvoir préparer mon retour. Et là, la RH lui a répondu, mais c'est simple, vous êtes apte ou vous êtes inapte. Et en plus, on vous attend parce qu'on a des gros projets là qui dépendent de vous et on aimerait bien que vous reveniez. mhm, Donc,
Penser que quand une personne revient, c'est simplement vous êtes apte ou vous êtes inapte, j'ai envie de dire que là, les personnes, elles sont à côté de la plaque, elles ont une méconnaissance totale du syndrome et Mhm, que malheureusement, c'est bien dommage parce que c'est pas comme ça qu'on accompagne quelqu'un qui revient d'un burn-out. mhm, Et sachant que je jette pas du tout la pierre hein, quand je dis ça, parce que moi-même, il y a 4 ans, je méconnaissais le syndrome. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut former en entreprise et qu'on ne peut pas laisser en fait des personnes qui réaccueillent quelqu'un en burn-out gérer ça justement comme un accueil ordinaire parce que ça n'est pas un accueil ordinaire, loin de là. mhm, mhm. Et les personnes qui ont un burn-out sont souvent des éléments qui sont extrêmement engagés, extrêmement investis. Et c'est justement cet énorme engagement et investissement qui les a amenés peut-être à ne pas écouter leurs besoins ou enfin, voilà, différentes choses qui se sont passées. Donc, il y a aussi un grand intérêt pour l'entreprise, bon, d'abord à éviter des burn-out. Mais quand on se remet en question, quand on se prépare à accueillir quelqu'un après un burn-out, on progresse pour éviter la rechute et aussi peut-être pour éviter que d'autres personnes dans l'entreprise fassent aussi des burn-out. C'est intéressant aussi de voir l'entreprise grandir et se remettre en question autour de ce sujet aussi. Mais tu as complètement raison, c'est un cercle vertueux en fait. Mhm, Et c'est vrai que c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai écrit ce livre. C'est-à-dire que pour moi, il y a un immense gâchis. Alors, il y a de la souffrance, hein, c'est clair. Il y a beaucoup de souffrance du côté de la personne, mais il y a du gâchis. Et le gâchis, il n'est pas que pour le salarié, hein, il est aussi pour l'entreprise. Parce mhm, qu'elle perd ses bons éléments, elle perd les locomotives, elle perd les mhm, gens engagés sur lesquels elle pouvait compter. Donc, et d'ailleurs, c'est même pour ça que bien souvent, ces personnes-là se retrouvent surchargées de travail, parce qu'on compte sur elles, on sait qu'elles vont faire un boulot de qualité et qu'elles diront pas non, donc on avait un peu tendance à les charger. Et en mhm, plus, il y a quand même un problème derrière tout ça qui est un problème un peu sociétal, c'est-à-dire que là, il y a un sondage de mars 2025 qui dit que un tiers des salariés pourraient tomber en burn-out. Comment on fait si on se prive de un tiers des salariés? À un moment donné, il va quand même y avoir un problème. C'est pas mhm, possible. Si ce un tiers peut pas revenir en entreprise, comment on fait? Et comment on fait quand on perd des salariés engagés? C'est quand même une perte qui est quand même dommageable pour l'entreprise. Parce qu'on sait mhm, très bien qu'après, retrouver des salariés engagés, compétents, engagés, investis dans l'entreprise, motivés, il y a des fois, ça court pas les rues quand même. mhm, mhm. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que les chiffres montrent qu'il y a plus de burn-out chez les femmes que chez les hommes ou est-ce que c'est égal? Comment c'est Oui, c'est une petite tendance, c'est-à-dire que c'est 52% pour les femmes. Donc par D'accord. rapport toujours à ce fameux sondage, parce que tu sais que le burn-out n'est pas déclaré comme une maladie, donc on n'a pas d'études par la CPAM par rapport à ça. Donc c'est considéré comme un syndrome. Donc c'est vrai que malheureusement, on n'a pas d'études avec des chiffres appuyés disant qu'on aurait vraiment des chiffres précis. Mais donc on dit 52% pour les femmes, mais par contre, moi, ce que je trouve plus inquiétant, c'est qu'on nous dit qu'il y aurait 54% pour les trentenaires, Mhm, ce qui quand même interroge. Il y a vraiment quelque chose à faire d'un point de vue organisationnel, il y a vraiment quelque chose à faire en prévention, et là, pas uniquement autour de burn-out, mais autour de, tu sais, tout ce qui est risques psychosociaux. Il faut vraiment se pencher là-dessus. C'est pas normal qu'on nous dise que 54% de nos trentenaires sont en risque de burn-out. C'est inquiétant. mhm, mhm. Et c'est vrai qu'à 30 ans, on est souvent dans une phase où on cherche à prendre sa place dans l'entreprise, on cherche à faire ses preuves, on cherche à obtenir une promotion, on est en pleine vitesse, accélération souvent, enfin en tout cas, et je sais que souvent les personnes qui ont des burn-out sont des personnes qui ont des ambitions, qui veulent vraiment être à la hauteur des attentes de l'entreprise. Et donc c'est peut-être aussi cette combinaison où on n'est pas complètement sécurisé dans notre carrière, on cherche à faire nos marques, à faire nos preuves, et puis ben, en fait on se laisse embarquer. Euh, Par une quête de productivité, de résultats qui va au-delà de nos ressources. Ouais, t'as ça. Et puis, il y a aussi, moi, je vois quand je discute un petit peu avec les personnes qui me contactent, il y a aussi l'incarnation des valeurs. C'est-à-dire Mhm, que tu te retrouves dans une entreprise où il y a des valeurs des fois qui sont affichées, mais qui sont pas incarnées. C'est-à-dire que les décisions sont pas prises en, on va dire, en congruence avec les valeurs de l'entreprise. mhm, Et c'est vrai qu'il y en a qui, des fois, bah, justement, se sont retrouvés dans une entreprise et que quand ils voient que c'est pas incarné, ils se disent, bon, bah, je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, hein. mhm, Donc, il y a notamment les valeurs. Et puis, des fois, bah, il y a un manque aussi pour certains, notamment quand tu as des postes à responsabilité, un manque de latitude décisionnelle qui fait que bah, les gens ont aussi
envie de pouvoir être autonome, de prendre des décisions, d'apporter des améliorations et de pas être des fois trop engoncé, coincé dans des process. Donc Mhm. il y a tout ça qui fait que tu as des gens qui quittent les entreprises parce que bah, ça leur convient pas, ça convient pas à leur mode de vie, ça convient pas à ce qu'ils souhaitaient et ça convient pas des fois à ce qu'on leur a présenté en entretien de recrutement. Mhm. 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 Ouais. Un vaste sujet. Il me semble qu'il restait une dernière étape dans ton... Oui, c'est bien, tu suis le fil. Effectivement, il reste le retour après. Après, c'est le retour, bah, c'est le jour J, comment ça se passe, c'est les jours suivants, comment ça se passe, c'est qu'est-ce qu'on fait justement. Tout à l'heure, tu parlais de bah, un petit peu la prise de recul par rapport à ce burn-out et qu'est-ce qu'on met en place par la suite pour que ça se passe de la meilleure des manières. Donc voilà, c'est tout ça que j'aborde dans cette sixième étape avec le retour. Super. Et alors, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans ton livre, c'est que tu expliques que revenir au travail avec un burn-out, c'est souvent en fait un moment qui est très fort en émotion. Et toi, tu penses que c'est très important qu'on en parle, qu'on parle. C'est vrai que souvent, on a tendance à dire, oh ben, en entreprise, les émotions, faut les laisser à la porte, faut pas en parler, on n'est pas censé. Quelque part, nos émotions sont personnelles, elles ne concernent pas le professionnel. Et ça, moi, ça m'érisse les cheveux d'entendre ça, parce qu'en fait, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres émotionnels. On peut pas laisser nos émotions à la porte, c'est juste absolument impossible. Ce déni de l'émotionnel dans le monde de l'entreprise, je pense, est peut-être d'ailleurs justement une des raisons pour lesquelles il y a autant de burn-out. Et donc toi, tu dis, voilà, on envisage de revenir bosser, on se sent prêt à revenir bosser, on a envie de revenir bosser, mais on a peur du jugement, on a peur de rechuter, on se sent coupable, on doute de soi, on peut être aussi avoir de la colère ou des traumas, il y a différentes choses qui se vivent. Et toi, tu dis, voilà, ces émotions, en fait, elles sont normales, elles sont courantes, mais on n'en parle pas. Et tu dis, toi, que c'est important d'en parler. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est important d'en parler? Ben, en fait, il y a différents sujets autour de tout ça. C'est vrai qu'il y a les appréhensions dont tu parles. Il y en a qui, alors quand c'est de la peur et vraiment de l'anxiété, s'il y a la boule au ventre, c'est que peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à y retourner, hein. Donc, c'est vrai que si Mhm. les émotions, elles débordent et qu'on voit que dès qu'on commence à en parler, tu vois, ça monte, ça monte, ça monte, là, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Il y a différents cas de figure. Il y en a qui n'ont pas envie d'en parler quand ils y retournent. Sauf que c'est compliqué quand on n'en parle pas parce que comment dire, l'équipe va se demander ce qui s'est passé, ce qui t'est arrivé. Elle va se poser des questions. En plus, si tu avais une bonne entente avec l'équipe, c'est difficile de ne pas parler de ce que tu as vécu. Mhm. Après, je pense qu'il peut y avoir différents degrés de la manière dont tu en parles et avec qui tu en parles par rapport à l'accueil que tu en as également. Avec des collègues avec qui tu étais proche, tu vas peut-être dire davantage de choses. Avec des collègues avec qui tu étais moins proche, tu en diras peut-être moins. Mais il y a cette variation, mais c'est vrai que moi, ce que je trouve intéressant, et c'est ce que certains ont fait, c'est que quand ils sont revenus, ils ont parlé de ce qui leur était arrivé. Alors certains sont trop rentrés dans les détails, mais en disant j'ai vécu un épuisement professionnel. Et certains ont même été jusqu'à faire de la sensibilisation sur le sujet avec un intervenant et avec cet intervenant de pouvoir communiquer et de témoigner finalement sur ce qui leur était arrivé. Et ce que je Mhm. trouve intéressant, c'est que des fois aussi, tu as des personnes qui, quelque part, disent, quand elles reviennent, elles disent, vous savez, quand moi j'ai été arrêtée, je suis vraiment désolée d'avoir été arrêtée, mais c'était pas possible autrement. Parce qu'en fait, elles disent ça pourquoi? Parce qu'elles savent aussi que l'équipe, des fois, eh ben, elle a récupéré leur travail. Parce que des fois, tu n'as pas eu de remplaçant pour la personne qui était en arrêt. Et c'est vrai que toi, quand tu retournes travailler, tu sais que ton équipe, bah, des fois, elle s'est pris ton boulot et tu es un peu gêné quand tu retournes au boulot. Mhm. Et Mhm. quelque part que d'aborder ça, de dire que malheureusement tu pouvais pas faire autrement parce que tu étais en burn-out. Et après, quand on explique à l'équipe ce que c'est que vraiment que le burn-out, elle comprend mieux, elle comprend ce qui s'est passé et elle comprend que la personne, elle s'est pas arrêtée de manière, on va dire, tu sais, euh, Égoïste. voilà, égoïste, les espèces d'arrêts de complaisance, alors que ça n'a rien à voir avec de la complaisance. Il y avait vraiment, parce que bien souvent en plus, les personnes, quand elles s'arrêtent, elles ont du mal à s'arrêter. Le médecin est obligé de les convaincre de s'arrêter. Des fois en disant non, non, mais là, il faut vraiment que vous vous arrêtiez parce que sinon, là, vous êtes en danger. Et en plus, il y a de la culpabilité parce que justement, ces personnes engagées, elles ont de la culpabilité parce qu'elles laissent l'équipe et Mhm. qu'elles se disent que l'équipe va sûrement se récupérer le travail. Donc, pour elles, c'est très difficile à vivre. Mhm. Donc, non, moi, c'est vrai que je dis évidemment, moi, ce que je donne dans le livre, c'est des conseils, mais à chaque fois, je dis aux personnes, par contre, c'est vous qui faites, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez parce que moi, je ne suis pas avec elles sur le terrain et c'est elles qui peuvent savoir comment elles peuvent faire sur le terrain.
Et des Mhm. fois, tu sais, tu as des gens aussi face à toi qui sont pas très réceptifs. Mais évidemment, moi, je suis plutôt à dire, de toute manière, ce sera difficile. Alors, surtout le truc à pas faire, par contre, c'est de vouloir s'inventer une autre maladie ou quelque chose, hein, parce que de dire que, je sais pas, tu vois, que tu as autre chose, parce que c'est difficile à tenir sur la durée, et puis on va vous poser des questions et ça va Ça être crée une compliqué. dissonance. Ça crée une dissonance qui n'est pas au service de la reconstruction. Exactement, exactement. C'est pas la peine de s'inventer des histoires. Soit vous voulez parler du burn-out, soit vous n'avez pas envie d'en parler. Si vous n'avez pas envie d'en parler, vous pouvez dire aussi que pour l'instant, en ce moment, c'est un petit peu difficile pour vous et que vous n'avez pas envie tout de suite d'aborder le sujet, mais que peut-être par la suite, vous serez plus confortable avec ça et vous pourrez en parler. Ça peut être le cas aussi. Parce qu'au début, peut-être que le premier jour où on revient, on se sent un petit peu fébrile et qu'on n'a pas tout de suite envie d'en parler. Mais d'ouvrir la porte et de dire que oui, vous en parlerez par la suite, mais que pour l'instant, pour vous, c'est encore un petit peu chaud, un petit peu, ouais, un petit peu fébrile, donc, mais que vous viendrez en parler pour la Mhm. suite quand ça viendra mieux. Et d'autant plus que beaucoup de personnes qui ont vécu un burn-out, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire après? Elles ont envie de faire de la sensibilisation et de la prévention pour aider les autres. Donc Mhm. après, moi, je pense qu'après, ça viendra. Mhm. Mhm. Super. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on est vraiment prêt à revenir? Pas juste physiquement, mais émotionnellement, mentalement. Quels sont les bons signaux à écouter en soi? Ben déjà, moi, je pense qu'il faut en parler. Alors, il y a les signaux effectivement à écouter en soi. Il faut aussi en parler avec le médecin traitant, hein, pour pouvoir après en parler plus tard avec le médecin du travail. Mais en tous les cas, déjà de voir, est-ce que quand on parle du travail, on n'a pas les émotions qui sont XXL et puis où on sent que, en fait, rien que d'y penser, on a la boule qui revient au ventre, on sent qu'on va se mettre à pleurer rien que d'en parler. Là, ça veut dire que c'est peut-être encore un peu fébrile, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Mhm. Est-ce que la personne, elle a bien récupéré? C'est-à-dire que pour moi, c'est déjà, est-ce que la personne, elle est bien passée par les 6 étapes Mhm. qu'on a énoncées tout à l'heure? Est-ce qu'elle s'est bien ressourcée? Est-ce qu'elle a bien récupéré? Est-ce qu'elle n'est plus dans une fatigue terrible qui fait que si elle retourne travailler, elle va pas tenir le choc parce que elle se sent encore fatiguée. Parce que si Mhm. elle se sent encore fatiguée, c'est trop tôt. Si elle n'a Mhm. pas fait le travail dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment ça, ce process. On passe par les 6 étapes et quand on a fait les 6 étapes, si vraiment là, on se sent prêt à y retourner, on peut y retourner. Et aussi, ça veut dire que si on a bien récupéré, est-ce qu'on n'a plus tous les troubles cognitifs dont on parlait tout à l'heure? Parce que moi, il y a Mhm. quand même une dame avec qui j'ai échangé qui m'a dit qu'elle, elle était plus en capacité d'aider sa fille de 9 ans à faire ses devoirs. Donc, Mhm. est-ce que au niveau cognitif, est-ce qu'on a tout récupéré et est-ce qu'on se sent en capacité de lire des mails, de faire certaines choses? Ça, Mhm. c'est très, très important. Parce que si on Mhm. n'a pas retrouvé toutes ces capacités cognitives, si on a encore des troubles de l'attention, de la mémoire, c'est encore trop tôt pour y retourner, hein. Mhm. Mhm. Surtout en fonction du travail qu'on peut faire. Parce que si tu as des troubles cognitifs, en fonction du je sais pas, si tu es chirurgien et que tu as des troubles cognitifs, bah, c'est peut-être mieux Mhm. d'attendre un peu, hein. Oui, non, clairement. J'avoue. Tes patients te remercieront. Mm, mm, mhm. Dans ton livre, tu parles d'un contrat à réécrire avec soi-même. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Je pense que c'est pour l'après. C'est à un moment donné, c'est bien souvent les personnes, elles sont, tu sais, dans le fait plaisir. Donc le fait plaisir et donc tu passes, bah, en second, en troisième, en quatrième quand tu fais plaisir. Mhm. Et bien souvent, bon, on donne souvent l'exemple de la dépressurisation dans l'avion, hein, mais c'est vrai que si tu prends pas soin de toi, comment tu peux prendre soin des autres de toute manière? C'est impossible. Mhm. Et j'ai vu un exemple, bah, tiens, c'est hier sur LinkedIn justement que j'ai trouvé, mais vraiment très pertinent, avec quelqu'un, mais je ne me souviens plus de son nom, mais cet exemple n'est pas de moi, qui a donné l'exemple d'une lionne qui, quand elle va se nourrir et qu'elle chasse, donc quand elle ramène la nourriture, elle se nourrit d'abord et elle donne après à ses petits. Mais c'est Mhm. exactement ça, parce que si la lionne elle-même ne se nourrit pas, après elle n'aura plus l'énergie pour aller chercher pour les lionceaux. Et c'est Mhm. exactement ça que j'ai envie de dire aux gens qui sont toujours dans le fait plaisir et puis qu'on a l'impression que si on se passe en second, on devient égoïste. Mais c'est pas égoïste de se passer en second, c'est prendre soin de soi et de sa vie. Mhm. Et ça, pour moi, c'est vrai que c'est extrêmement important. Pour moi, qui ai été beaucoup dans le fait plaisir, je peux te dire que des fois aussi, je me challenge moi-même parce que c'est pas toujours évident quand on a eu l'habitude de passer un peu et de se dire ah, j'ose pas trop lui dire non et autres. Mais expérimenter le non parce que quelque part, quand on dit oui à quelqu'un alors qu'on a envie de dire non,
on n'est pas bien après. Mhm. Et je pense que on le ressent physiquement et on se dit après, c'est pas possible, je suis pas arrivée à lui dire non. Et quelque part, on a le sentiment de s'être fait avoir entre guillemets, parce que se fait avoir, il dépend que de nous, hein. Donc on s'est pas fait avoir, c'est nous qui avons répondu oui alors qu'on pensait non. À un moment donné, quand on pense non et qu'on dit oui, enfin il y a une dissonance là aussi, hein. Donc Mhm. c'est de se dire, bah, quand on pense non, bah, c'est bien de dire que non, ça va pas être OK en fait. Et Mhm. puis le fait plaisir, on peut faire plaisir de manière différente, mais surtout de se passer un petit peu en priorité et c'est pas égoïste que de le faire. Oui, on pense que notre valeur dépend de ce qu'on fait pour les autres. Et en fait, on se perd là-dedans parce que c'est sans fin. C'est sans fin, sans fin, sans fin. Et on s'oublie, en effet. Dans mon livre que je viens d'écrire, Femme fière, libre et puissante, je partage 4 révélations. Et la première, c'est arrête de te sacrifier et accorde-toi la permission de te mettre en premier. Et c'est vraiment une invitation à réaliser que bah, parfois on se sacrifie pour les autres, hein, pour notre collègue, pour notre entreprise, pour notre famille. Et en fait, personne ne nous l'a vraiment demandé. C'est nous-mêmes qui se mettons dans cette position. Alors, il y a quand même il y a quand même une pression de productivité, pression de performance. On a peut-être des ambitions, on essaie peut-être d'obtenir une promotion, donc on est quand même, voilà, personne ne nous l'a demandé, mais n'empêche que c'est ceux qui bossent le plus qui ont la promotion, donc il y a quand même un peu un truc qui. Mais voilà, au final, de réaliser qu'il y a un juste milieu dans tout ça. Il y a un juste milieu entre qu'est-ce que j'apporte aux autres et qu'est-ce que je m'apporte à moi, comme cette lionne avec cet exemple que tu as donné, à quel moment je m'apporte à moi en premier pour pouvoir ensuite donner plus aux autres. Alors j'avais envie de parler du rôle de l'entreprise, les managers, les entreprises. Concrètement, qu'est-ce que les managers et les entreprises peuvent mettre en place dans ton livre? Tu as quelques recommandations ou Ah oui, suggestions? ah bah, il y a pas mal de choses à faire. Déjà, c'est-à-dire que bah, quand ils vont être recontactés par la personne qui les appelle, bah, c'est déjà d'avoir un contact qui soit de qualité. Et c'est-à-dire, c'est pour ça que moi, tu vois, dans mon livre, bah, je conseille d'ailleurs aux personnes de ne pas contacter directement par téléphone, mais plutôt d'envoyer un message et de voir après quand est-ce qu'on peut se parler ensemble pour Mhm, avoir un moment où la personne, elle est vraiment dédiée à l'appel téléphonique que tu vas avoir avec elle et pas que tu sois traité en 5 minutes, tu vois, de manière un peu trop rapide. mhm, Donc ça, pour moi, ça me semble assez important qu'il y ait du temps qui soit dégagé pour ça. Et puis, en plus, c'est de voir quelle est la personne qui va pouvoir échanger avec la personne qui revient. Parce que si évidemment il y avait des difficultés avec le manager, c'est peut-être pas le manager qui est le plus à même, on va dire, de refaire ce premier contact. Parce que ça va être un petit peu compliqué pour la personne d'appeler, tu vois, si c'était un toxique, un manager toxique ou quelqu'un avec qui ça s'est mal passé. Donc à voir comment ça peut se dérouler. Et puis moi, j'ai ce dont je parle dans le livre, c'est justement d'un onboarding spécifique. C'est-à-dire comment on gère le retour d'une personne qui revient en burn-out. Qu'est-ce qu'on met en place? Comment on l'accueille? Heu, Tu sais, des choses, mais alors, des fois qui paraissent, mais le b.a.-ba, c'est-à-dire, il y a des retours qui se font sans le manager. Donc la mhm, personne, quand elle revient, le jour J et que son manager est pas là et qu'elle a une liste de 10 000 mails qui l'attendent, qu'est-ce qu'elle fait de ces 10 000 mails? Elle va les traiter? Elle va pas les traiter? Qu'est-ce qu'on convient avec le manager de la manière dont va se dérouler ce premier jour si tu es pas accueilli par le manager? Et mhm, quelle considération tu portes à quelqu'un si tu n'es pas là au bout de plusieurs mois d'absence quand la personne revient? Enfin, mhm, déjà, c'est des mauvais signaux, tu vois, que tu envoies. Il y a certains signaux comme ça, qui sont pas de on va dire, très favorables. Et pareil, c'est qu'est-ce que tu mets en place dans le déroulé de sa première journée, mais pas que dans le déroulé de sa première journée. C'est plutôt de dire quand la personne va te recontacter et que tu vas parler avec elle des facteurs qui l'ont mené au burn-out, si la discussion vient sur ce sujet, parce que peut-être qu'elle n'aura pas envie de l'aborder tout de suite au début. Mais en tous les cas, si on ne parle pas du burn-out, c'est de dire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour vous au niveau de l'organisation qui ferait que ce serait en fait plus facile pour vous de revenir? Parce que c'est pas uniquement de parler de temps partiel, parce que le temps partiel, c'est une modalité et c'est très bien, hein. Mais qu'est-ce que tu mets autour du temps partiel? Parce que si la personne, quand elle revient, elle est à temps partiel, mais qu'elle bosse encore comme du plein temps, ton temps partiel, il ne sert à rien, hein. Donc mhm, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour son retour? Quelles étaient les difficultés qu'elle a rencontrées? C'est tout ça dont on va parler. Et c'est surtout de ne pas faire pour moi des suppositions par rapport à peut-être ce que peut penser la personne et ce qui lui convenait pas, etc. Parce qu'on est tous différents
et que ce qui est important, c'est de savoir à la personne, elle, quelles étaient les difficultés qu'elle rencontrait quand elle est partie. Et pour ça, il faut qu'il y ait un dialogue, mais que ce dialogue soit préparatoire et qu'il ne se fasse pas, tu vois, le jour où la personne rentre et qu'il n'y a rien qui éventuellement est aménagé. Pour moi, il y a vraiment de l'amont au retour en entreprise. Mhm. Et c'est ça que j'aborde dans l'étape justement qui est étape 5. C'est qu'est-ce qu'on met en place, à quoi on réfléchit, comment on le fait, comment ça se déroule pour qu'on puisse accueillir de la meilleure des manières. Mhm. Mhm. Et tu parles de l'importance d'être dans un climat de non-jugement. Ah oui, ah oui. Mhm. Le non-jugement, mais c'est pour tous, c'est pour les proches, c'est pour les personnes qui accueillent, pour les aidants, parce que même des fois, on me dit qu'il y a des personnes qui accompagnent, qui sont dans le jugement. Il n'y a pas de, enfin, si on veut qu'une personne vous parle, si on veut qu'une personne se confie, si vous êtes dans le jugement, c'est mort, hein. Elle vous Mhm. dira rien, hein. Si elle voit que tout de suite vous faites des remarques qui sont pas agréables à entendre, la discussion va s'arrêter net, hein. Faut Mhm. pas qu'il y ait de jugement, faut qu'il y ait de l'accueil de ce qui est en train de se dire, de ce que la personne elle est en train de vivre, de ce qu'elle a vécu et de ce dont elle a besoin pour aller mieux. Mhm. Je me dis aussi que peut-être que le manager ou les collègues se sentent aussi coupables, eux aussi. Il doit y avoir aussi un code. Donc peut-être que chacun est un peu sur la défensive ou donc de sortir de ce jeu du qui a tort, qui a raison en fait, qui ne sert à rien en fait. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas c'est la faute à qui et est-ce qu'il y a un coupable dans ce burn-out et dans cette situation. Et plutôt de vraiment être orienté vers OK, comment est-ce qu'on apprend à travailler mieux ensemble pour éviter une rechute, mais aussi pour éviter que quelqu'un d'autre fasse un burn-out. Exactement. Et tu sais, j'ai eu un témoignage d'un homme qui est retourné dans son travail après un burn-out. Et bon, bah, il y avait eu des échanges avec le manager au préalable, hein, des mises en alerte dont le manager n'avait pas tenu compte. Et c'est vrai que bah, tu vois, quand le salarié est revenu, bah, le manager s'est excusé. Mhm, Et moi, je me dis, bah, j'ai trouvé ça bien. Enfin, j'ai trouvé ça chouette que le manager s'excuse. À un moment donné, on est tous des humains. Il y a des fois des choses que tu fais bah, qui sont pas adéquates au moment, à l'instant T, etc. Tu peux faire des erreurs. Et le manager lui a dit, écoute, je suis désolée de la manière dont j'ai géré les choses. Et justement, on va réajuster pour la suite. Ben, mhm, c'est puissant, ça, quand même, quand tu as ton manager qui te dit ça, qui reconnaît que il a peut-être pas fait comme il aurait dû faire et qui s'en excuse et que maintenant il veut faire différemment. mhm, Il y a des choses aussi comme ça qui peuvent être faites quand soi-même, en tant que manager, on se dit, mince, j'ai pas écouté tous les signes. Et en même temps, on mhm, n'est pas des super-héros et des Wonder Woman, hein. On fait aussi comme on peut, hein. C'est pour mhm. ça que la communication, le dialogue, c'est hyper important. Oui. Oui, parce qu'en fait, on est tous un peu, le manager aussi, il est dans le système, il a aussi des contraintes, il a aussi beaucoup de stress, il a aussi beaucoup de choses, d'obligations à qui répondre et ben, parfois, il fait des erreurs, parfois il répond mal, parfois il gère mal et il fait de son mieux. Et en même temps, ben, faire de son mieux, ça fait du mal à quelqu'un. Et effectivement, de l'admettre et de se dire, OK, ben, comment est-ce qu'on avance mieux autrement à partir de maintenant, quoi. Oui, comment est-ce qu'on se remet en question, cette remise en question est intéressante. On va arriver à la fin de cet épisode, Marilyn. Qu'est-ce que pour toutes celles qui nous écoutent, hein, qui jonglent carrière, famille, fatigue, ambition et qui peut-être sentent que le burn-out n'est pas loin ou peut-être que le burn-out a déjà eu lieu et il y a une peur de rechuter, est-ce que tu aurais un mot de la fin, une recommandation, quelque chose, un mot de sagesse à transmettre? Ça va sembler simple, mais pourtant, c'est la clé, hein, c'est prenez du temps pour vous, Mhm, faites des choses pour vous et n'attendez pas les grandes vacances d'été pour vous ressourcer, pour vous faire du bien. Parce que mhm, si en fait, ok, on peut s'investir au travail, mais si on n'a pas des pauses régulières où on se ressource, forcément on s'épuise. Vos mhm, ressources ne sont pas inépuisables, donc pensez à les ressourcer de manière régulière. C'est ça que j'ai envie de dire. Voilà, pensez à mhm. vous et de manière régulière. Formidable, formidable, Marilyn. Alors, donc, où est-ce qu'on peut te retrouver, les personnes qui ont envie de te suivre, d'en savoir un petit peu plus sur ton travail? Il y a ton podcast, donc Welcome Back to Work. Il y a ton livre, Welcome Back to Work aux éditions Vibert. Et ensuite, où est-ce qu'on peut te retrouver? Un site internet, sur LinkedIn? Dis-nous un peu tout.
Oui, alors moi j'ai un site internet qui s'appelle désiressence.fr, mais bon, en cherchant Marilyn Combalo, on tombe dessus aussi, hein. Et puis, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, donc je suis sur les réseaux. Et oui, comme tu l'as dit, mon podcast Welcome Back to Work, hein, que j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a des invités de qualité. Donc je pense que ça apporte beaucoup à des personnes qui sont en burn-out ou sur le point de sombrer. Donc n'hésitez pas à y aller, il est gratuit, il est accessible sur ma chaîne YouTube ou comment dire, Deezer ou Toutes les ah, j'ai plateformes. Toutes les ouais, voilà, plateformes d'écoute. ouais, c'est ça, Voilà. c'est ça. Super, super. Ben, écoute, un immense merci, Marilyn, d'avoir accepté de venir au micro du podcast Shine. Je célèbre avec toi la sortie de ton livre Welcome Back to Work aux éditions Vibert. Merci d'avoir pris le temps de l'écrire. Je sais ce que c'est que d'écrire un livre. Je sais l'engagement que c'est. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte à quel point écrire un livre demande un engagement, une énergie, une détermination vraiment très très forte. Donc merci d'avoir fait ce travail, merci d'être allé au bout. C'est un sujet très important. On vit dans une société où le travail a une place très importante dans nos vies et donc mieux comprendre comment revenir au travail quand on a vécu un burn-out, c'est un sujet très précieux. Donc merci, 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 merci Marilyn pour tout ça. Ben, merci infiniment à toi, Christine, déjà de m'avoir invitée. Et puis, c'est vrai que je te l'avais dit et je te l'ai écrit. Je te remercie aussi de m'avoir poussé à rêver davantage, à rêver plus grand. Voilà. Donc, parce que c'est vrai que à des moments, c'était plus ou moins facile, on va dire, pour l'écriture de mon livre. Donc, voilà, je te remercie de m'avoir aidé à rêver plus grand. Merci à toi Marilyn, un grand plaisir de t'avoir accompagnée. Au Merci. revoir. Au revoir. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.